Bonjour Francis. Salut Mario. On dit que l'économie est au ralenti, frappée par les tarifs, mais au même titre où la bourse américaine bat des records de semaine en semaine, la bourse canadienne aussi là, ces derniers mois. C'est de plusieurs indicateurs là, qu'on a regardé, le S&P, le Dow, le Bitcoin, le TSX est un des indices qui performe le mieux depuis le début de l'année 2025. C'est quand même assez étonnant. Là, on sent que l'économie canadienne opère un peu au ralenti. Il y a toujours cette menace tarifaire. Mais la bourse canadienne, elle va super bien. Puis il y a une raison à ça, c'est que c'est quelques catégories de titres. Là, les ressources naturelles, l'énergie, les banques. C'est vraiment là, les grands secteurs un peu de base, un peu duopole, oligopole là, du Canada qui performent très bien. Mais on est à plus 19,5 % depuis le début de l'année 2025, ce qui est comme un rendement hallucinant. Là, ouais. Ce qui amène la question naturelle, est-ce qu'une correction est prévisible? Ben, comme dans tous les marchés boursiers actuellement, on sent bien là, qu'on est un peu en haut de la fourchette, là, si tu veux, puis ça se mesure de plusieurs façons, mais notamment le multiple de profitabilité qu'on a, c'est le ratio court-bénéfice, là, dans le fond, est très, très, très élevé. Et c'est pire encore aux États-Unis. Fait que même si depuis le début de l'année, nous, on a très bien performé, les Américains, eux, performent beaucoup depuis de nombreuses années, si bien que certains considèrent que les titres, notamment les titres technologiques aux États-Unis, sont vraiment survalués. Fait que, écoute, je ne donne pas de conseils financiers, mais effectivement, on sent qu'une correction ne serait pas inimaginable dans les circonstances. Tu as écrit ce matin un texte sur l'arnaque légale. Ben, c'est intéressant, puis c'est une conversation qu'on a eue la semaine dernière, là, puis le dossier, évidemment, de nos collègues là, dans le journal, le JE, qui a fait aussi un rapport là-dessus. Évidemment, les prêts là, à taux usuraire ou presque. Hein, au Canada, on définit, au Québec, pardon, qui n'est pas le même seuil que le Canada, on définit à 35 % le seuil maximal. Puis, selon Options consommateurs, là, il y aurait certaines de ces entreprises-là qui joueraient un peu avec le taux, c'est-à-dire qu'ils vont charger 34,99 % de taux, mais il y a des frais après ça. Puis les frais, sont-ils inclus dans le taux ou pas? Là, puis ils jouent un peu sur le langage Parce juridique. que si on inclut les frais, là, on bosse le 35. 36-37 %. Puis mon argument dans le journal, c'est qu'il n'y a aucun scénario dans lequel tu devrais prêter de l'argent à 35 %. Je veux dire, si ton évaluation de risque t'emmène à ça, tu devrais dire non. Et on devrait mettre en place des paramètres pour interdire que ces prêts-là même existent. Puis c'est intéressant, je suis allé voir un peu à l'international, en France, pour les plus petits prêts de moins de 3 000 €, là, grosso modo 5 000 $, le taux maximal qui est fixé est à 22 %. Mais quand les montants sont plus importants... Nous, ici, c'est le taux des cartes de crédit. Oui, ça. Ben c'est ça, exact. Puis en France, quand le taux est plus important, puis tu sais, dans le journal, dans le JA, on avait des gens qui ont emprunté des 7, 8, 10 000 $ à 35 %. Tu peux jamais vraiment te sortir de cette situation-là. Donc en France, quand c'est plus de 6 000 €, donc autour de 10 000 $, ça baisse là, d'à peu près de moitié. Là. Fait que ultimement, ça permet justement aux gens moins nantis qui ont emprunté de l'argent de ne pas se retrouver dans des spirales infernales. Mais la contrepartie, infernales. on va te dire, quelqu'un de vraiment mal pris, qui a besoin de se dépanner pour quelques mois, il ne trouvera pas de crédit. Là. En France, à ces taux-là, personne ne va y prêter. Ben non, mais je sais pas quoi dire. C'est mieux, ultimement, dans le long terme de ta vie. Emprunte à ta famille. Mais c'est compliqué s'emprunter à des gens qu'on connaît. Là. Mon point, c'est que tu devrais pas avoir accès à ce crédit-là. C'est une recette pour la catastrophe perpétuelle. Si on te prête à 35 c'est ça. Fait toi, tu dis, je comprends que ça va pas bien maintenant puis que tu vois le mur arriver, mais ça va juste être une série de murs. Puis là, rajoutons à ça le fait que OK, le taux d'intérêt, puis c'est difficile à rembourser, mais en plus, ces organismes-là, pour une raison que j'ignore, semblent pas être particulièrement bien encadrés, si bien qu'ils font des prélèvements un peu aléatoires dans le compte du monde. Ils inscrivent des choses au dossier de crédit qui sont pas tout à fait véritables, et ce qui fait que des gens qui avaient déjà un mauvais crédit se retrouvent avec des notes à leur dossier de crédit, ce qui fait que leur crédit est encore pire. Et là, quand ils vont revenir pour emprunter de l'argent dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, leur score de crédit va avoir baissé. Donc, ils vont être pris dans cette logique de faire affaire avec ces organisations-là. Puis je me demande s'il n'y a pas un intérêt pour ces organismes-là de garder ces gens-là avec des mauvaises cotes de crédit, avec des défauts de paiement, parce qu'après ça, ils ont juste 2-3 places où aller. C'est bien pernicieux. Mais c'est quoi le recours des consommateurs? Parce que tu dis qu'il ne faut pas que ça existe, mais ça existe. Après... je le réitère, en France, il y a ça. En Suisse, c'est 12 et 14 % le taux usuraire. Là, je veux dire, on peut... La loi, l'AMF, je veux dire, il y a on peut se donner les moyens.
moyen. Après, ça va mettre ces entreprises-là en grave difficulté parce que leur modèle d'affaires, c'est d'être cynique et d'exploiter le pauvre monde. Fait qu'en tout cas, une petite montée de lait à l'écrit. Il y a eu toute une discussion dans les médias anglophones en fin de semaine sur un héritage. C'était fou. Écoute, j'arrivais ça passer, puis c'était vraiment sur mon Twitter, sur mon X, là, tu sais, j'ai la gang des Anglos puis la gang des Franco. Les Français, francophones, les Québécois en parlaient pas du tout, mais en anglais, là, c'était les gens déchiraient leur chemise. C'était un reportage de CTV sur des 3 jeunes membres qui ont hérité de leurs 2 parents qui sont décédés à quelques mois d'intervalle. Et ils ont hérité d'une résidence secondaire et d'un REER. Et donc, grosso modo, ils ont hérité donc, de ces 2 choses-là. Le REER avait 700 000 dedans, ce qui est quand même une bonne somme. Et ils ont dû payer 660 000 d'impôts. Donc, il est resté... Parce que quand tu hérites d'un REER, c'est comme si tu le décaissais d'un coup, là. Ben, mettons tout l'impôt non payé dessus. Prenons les chiffres, là, tes parents ont 700 000, ils meurent, tu reçois ça, t'es le seul héritier. Le 700 000, c'est comme si tu gagnais 700 000 piastres cette année. Donc, grosso modo, tu vas payer le gros taux d'intérêt. Là, Parce qu'un héritage, en général, c'est pas imposé. Ben, sauf les REER, parce qu'eux, ils ont bénéficié d'exemptions, évidemment. Donc, le gouvernement se rattrape quand t'hérites d'un REER. Le REER, il serait. Puis dans le cas d'un chalet, là, c'est le gain en capital. Ben oui, c'est ça. Puis là, le déchirage de chemise donc, des anglophones, c'est de dire, OK, ils ont payé 660 000 d'impôts. La première tranche, c'est sur le REER. Ils ont hérité de 700 000. Ils étaient 3. Ils ont donc payé 300 000 piastres. La deuxième partie, c'est qu'ils ont hérité d'un chalet, Mario, qui avait été acheté pour une bouchée de pain et qui valait 1,5 million de dollars. Donc, évidemment, il n'y a jamais eu d'impôt sur le gain en capital qui a été payé. Donc, ils ont dû payer 300 quelques mille dollars d'impôts là-dessus. Sauf qu'à la fin, ils ont hérité, oui, juste de 50 000 en liquidité, mais d'un chalet à 1,5 million. Il y a pire dans la vie. Moi, j'étais pas au courant là, qu'il fallait pas mourir avec ses REER. Il faut pas mourir avec ses REER. Si vous êtes capable, si vous savez quand vous allez mourir, ben, retirez-le petit à petit de sorte que la date prévue de votre mort, que ce soit près de zéro. Puis au pire, mettez-le dans un CELI, mettez-le dans d'autres produits qui ne seront pas imposés. Bref, une aventure, une anecdote très intéressante là, pour les gens. Il faut pas mourir avec trop de REER. Il faut pas manquer de REER avant sa mort. Exactement. Il faut mourir. À un moment donné, il faut que tu meurs au bon moment. Mario, la mort, c'est toute une question de timing, comme je dis souvent. Si tu times pas ta mort sur tes REER, là, t'es dans le trouble. C'est pas stressant. On rentrera pas là-dedans, mais il y aurait grand à dire.